La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et c'est tout de suite, pas dans un instant, les voix de l'économie. À 7h15, votre invité Stéphane, c'est donc la présidente de la CNIL. Bonjour Marie-Laure Denis. Bonjour Stéphane Pedrazzi. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes chargé notamment de la protection des données personnelles des Français. Depuis quelques mois, des dizaines de grands groupes ont été victimes de cyberattaques. Free, SFR, Boulanger, Cultura, Sofinco, avec des conséquences en matière de données personnelles, des fuites. Les experts nous disent que le mouvement va sans doute continuer. Pour quelles raisons ? D'abord parce qu'il y a une multiplication des attaquants attirés par le profit que constitue la valeur des données qui sont compromises et qu'ils revendent à prix fort sur le marché noir. Ensuite parce que les entreprises, il n'y a pas que les entreprises, les administrations aussi, ne se protègent pas suffisamment, même si elles font des efforts, ne sont pas suffisamment concentrées sur l'ampleur de la menace. Le sujet, c'est pas de savoir si on va être attaqué, mais quand, et de prendre toutes les dispositions nécessaires. Lorsqu'elles sont confrontées à un vol de données personnelles, les entreprises doivent en informer la CNIL. Comment est-ce que ça fonctionne ? Alors effectivement, le règlement général sur la protection des données impose aux entreprises et aux administrations d'ailleurs d'informer la CNIL des violations les plus massives, celles qui peuvent avoir des conséquences sur les données des personnes. Pour 2024, nous sommes quasiment à plus de 5100 notifications de violations de données. C'est 10% de plus que l'année dernière. Et la particularité de cette année, c'est, comme vous l'avez souligné, des attaques réalisées contre des très grandes bases de données clients qui peuvent concerner des dizaines de millions de personnes, de mutuelles, d'un opérateur téléphonique ou par exemple des usagers de France Travail. Oui. L'arrivée de l'intelligence artificielle constitue un changement important en matière de protection des données personnelles. Pour quelles raisons est-ce que ça augmente le risque de vol de données ? Alors la réponse est ambivalente parce que d'un côté, l'intelligence artificielle peut permettre en analysant en temps réel une multitude de données, de détecter des failles de sécurité et d'y remédier en quelques secondes, en coupant des accès, par exemple, au système d'information. À l'inverse, c'est vrai que l'intelligence artificielle peut permettre aussi de concevoir des logiciels malveillants, d'industrialiser les attaques, sans même parler d'un autre sujet qui est celui de la sécurité des algorithmes eux-mêmes. On voit bien, par exemple, que si on trompe un classifieur d'images et qu'on remplace un panneau de circulation à 130 par un sens interdit, ça peut avoir une incidence sur la conduite d'une voiture autonome, mais c'est un autre sujet. Parmi les pays de l'OCDE, les Français sont les plus pessimistes sur l'impact de l'intelligence artificielle en matière de protection des données personnelles. Et en même temps, les Français ne sont pas très vigilants lorsqu'ils utilisent certaines applications mobiles. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de paradoxe ? Alors, c'est vrai que y a un enjeu sur la confiance, en tout cas pour le déploiement de l'intelligence artificielle, et c'est bien la raison pour laquelle la CNIL a pris le taureau par les cornes et veut, dès le déploiement de cette technologie, et avec vraiment la volonté d'accompagner l'innovation et de pas la freiner, diffuser tout de suite des bonnes pratiques en matière de protection des données. C'est la raison pour laquelle non seulement nous avons publié une quinzaine de fiches à destination des développeurs d'IA pour voir comment on articule justement la protection des données, notamment des données personnelles qui sont en partie utilisées dans l'IA et le déploiement de cette technologie, et d'autre part en faisant beaucoup d'accompagnement des entreprises. Par exemple, nous avons accompagné une société française, comme son nom ne l'indique pas, comme Hugging Face dans l'intelligence artificielle pendant plusieurs mois, ou fait tout un bac à sable l'année dernière sur IA et services publics. Où est-ce qu'on place le curseur entre régulation d'un côté et innovation de l'autre ? Alors le sujet, c'est effectivement, il est central, c'est de trouver le bon curseur. Je crois qu'il y a quand même un consensus international en réalité pour ne pas laisser une poignée d'entreprises très dominantes, extra-européennes, fixer les règles d'une technologie qui a un impact aussi important sur nos vies, nos comportements. À l'inverse, il faut naturellement ne pas accompagner cette innovation et ne pas la freiner. C'est tout l'enjeu du travail qui, avec le prisme des données personnelles, la CNIL mène. Est-ce qu'il y a au niveau global un
consensus sur la régulation de l'intelligence artificielle? Alors, ça sera peut-être un des enjeux du sommet de février à Paris, après celui de Londres et de la Corée du Sud. Encore une fois, je crois qu'on voit en Australie ou en Californie même, où il y a eu une loi qui a failli être votée sur l'intelligence artificielle, que il y a un consensus sur le fait que si l'intelligence artificielle présente des opportunités de gain de productivité ou autres, ou dans la recherche médicale par exemple, elle présente des risques, des hallucinations, des erreurs, la possibilité de biais ou de discrimination, de manipulation par l'image ou la vidéo. Par exemple, la première arnaque au président à Hong Kong en février avec de l'intelligence artificielle qui imitait la voix d'une personne du supérieur hiérarchique du comptable. On parle souvent du rôle de gendarme de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Récemment, vous avez infligé une amende de 50 millions d'euros à l'opérateur Orange, mais vous avez aussi un rôle d'information et de pédagogie. Comment est-ce que vous travaillez avec les entreprises ? Alors effectivement, la CNIL est un peu connue comme étant le gendarme de la protection des données, mais les 2/3 de nos effectifs se consacrent à d'autres missions et notamment à l'accompagnement des entreprises. D'abord, on est une administration indépendante, certes, mais qui répond aux sollicitations qu'on reçoit. Plus de 1600 conseils émanant d'entreprises par an. On noue aussi beaucoup de partenariats avec des fédérations professionnelles. On se déplace en région en réunissant des professionnels. On a créé depuis 4 ans chaque année un bac à sable pour accompagner les projets innovants après un appel à candidature sur des thématiques particulières. Ça peut être la e-santé, le numérique dans l'éducation, l'IA et les services publics par exemple. Et on accompagne certaines entreprises qui ont un grand potentiel d'innovation dans le numérique et qui peuvent avoir un impact fort sur l'exploitation des données pour, dès le début, faire en sorte qu'elles prennent en compte les sujets de protection des données. Vous travaillez également avec le grand public. Vous faites notamment de l'éducation numérique dans les établissements scolaires. Qu'est-ce que vous apprenez aux enfants et aux adolescents ? Des réflexes d'hygiène numérique que nous devrions tous avoir. Par exemple, là, nous venons de lancer un plan sur les applications mobiles. Je vous invite à regarder dans votre téléphone... Les conditions générales. Non seulement les conditions générales, qui parfois sont un peu difficiles à... Il faut parfois plus d'une journée complète pour les lire. Exactement, mais tout simplement, si vous avez permis que l'application que vous venez de télécharger, on en télécharge 30 par an, accède à votre géolocalisation, à votre micro, aux photos, à votre agenda. Est-ce bien nécessaire en fonction de la finalité de l'application ? C'est ce type de réflexe d'hygiène que et les entreprises et les individus devraient avoir. Est-ce que les adolescents ont conscience généralement que lorsqu'une application est gratuite, il y a de fortes chances qu'elle monétise leurs données personnelles ? C'est vrai qu'on vit un peu avec l'illusion de la gratuité des services numériques dont nous sommes tous très, très friands. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est exactement ça. Et pourquoi pas ? C'est un modèle économique comme un autre, mais il faut juste avoir conscience, même si maintenant il y a des abonnements aussi qui sont possibles pour accéder à certains contenus, il faut avoir cette conscience-là. C'est ce qu'on a fait par exemple sur les cookies, sur les traceurs publicitaires, où on a imposé dès le premier écran de votre navigation sur Internet un continuer sans accepter, qui est une façon de refuser dès le premier écran, pour redonner, c'est ça le rôle de la CNIL, c'est de redonner du contrôle aux individus sur leurs données et faire en sorte que justement le système économique que vous décrivez soit transparent. Merci beaucoup Marie-Laure Denis, présidente de la Commission nationale informatique et liberté. Et merci à tous les deux. Stéphane, à demain 6h pour le tour de l'actualité économique. À suivre, la méthode Bayrou en question. Ce sera les coulisses de la politique avec Marcelo Westfred. Mais tout de suite, Karine Dijoux. Et si on parlait français, Radio Classique.